Françoise Vergès, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien, merci. Ça va. Je suis très content de vous recevoir. Vous êtes politologue, autrice de nombreux articles et ouvrages. Je peux citer notamment Féministe décolonial, qui a été publié aux éditions La Fabrique en 2019, il me semble. Aujourd'hui, vous revenez avec un ouvrage qui s'appelle Programme de désordre absolu, décoloniser le musée, qui est publié toujours aux éditions La Fabrique et qui s'ancre dans une actualité bien particulière, puisqu'il y a eu en 2020 le mouvement Black Lives Matter. Il y a eu des mobilisations, des Colonies Displaced à New York. Et dans ces manifestations, dans ces mobilisations, on a vu que le musée n'était pas une institution neutre. On a pu voir aussi des boulonnages de statues, notamment à Paris avec la statue de Colbert en face de l'Assemblée nationale. On pourra y revenir pendant l'interview. Celle de Robert Lee aux États-Unis. Tout d'abord, puisque c'est le sujet de cet ouvrage, en quoi le musée s'ancre-t-il dans une logique d'extraction, de colonisation dès son origine, et en quoi cette logique demeure aujourd'hui? Oui, alors le musée, c'est une invention européenne, c'est une invention du XVIIIe siècle qui fait suite à ce qu'on appelait les cabinets de curiosité où les aristocrates entassaient, je sais pas, des coquillages à côté de crânes, à côté de plumes. C'était cette idée de curiosité scientifique qui allait avec les Lumières. Et là, ce qui se passe vraiment au XVIIIe siècle, c'est que ça commence à être ouvert au public. Voilà, le British Museum et le Louvre, et puis d'autres, le musée d'histoire naturelle, commencent à être des musées qui sont ouverts, et donc des choses publiques. On passe là vraiment à l'institution publique. Et ça va avec plusieurs choses. Ça accompagne le moment du pic de la traite négrière, puisqu'on oublie que c'est au XVIIIe siècle qu'il y a beaucoup plus d'Africaines et d'Africains déportés qu'au XVIIe. On passe de 30 à 40 000 à 70 000 à 90 000 par an. C'est aussi le siècle des révolutions, révolutions anglaises, américaines, françaises et haïtiennes, qu'on oublie trop souvent. C'est aussi c'est le siècle de l'expansion coloniale, des débuts de l'expansion coloniale, donc d'un enrichissement de l'Europe et de la possibilité, à cause du capital accumulé, de commander des œuvres ou d'accumuler des œuvres. Et aussi de cette invention de l'art, qu'il y a quelque chose qui s'appelle de l'art, et qui va transformer des objets qui étaient des objets usuels, peut-on dire, ou des objets qui étaient dans la vie sociale, rituelle, religieuse, en objets d'art. Donc c'est dès le départ une logique coloniale et une logique extractiviste. Et en quoi cela aujourd'hui demeure, puisque quand on pense notamment, vous parlez des objets qu'on va retirer complètement en fait de milieu, et cette logique qui demeure, qu'on peut la retrouver notamment dans la restitution des objets qui avait été évoquée par Emmanuel Macron en 2017, en quoi en fait aujourd'hui cette logique d'extraction demeure dans ces institutions muséales-là? La logique d'extraction, bon déjà au départ, il faut qu'on imagine, par exemple, quand les Européens arrachent des statues au temple de l'Asie ou de l'Asie du Sud-Est, mais c'était des statues qui étaient auxquelles femmes et hommes apportaient des offrandes tous les jours, les touchaient, leur faisaient des prières, et on les arrache et on les transforme en objets morts. Ce sont des objets morts. Alors on voit, statue de la déesse Sita, oui d'accord, mais enfin qu'est-ce qu'elle fait là, quoi? Elle est sortie de là où elle était. Elle n'existe plus. Pareil sur les masques, mais tous les objets. Ensuite, vous avez même il y a évidemment tout ce qu'on appelle l'art européen, les tableaux. Alors ça, on pourra en parler en quoi. Pour moi, c'est surtout le moment où ce qu'on peut voir, c'est comment un certain art va effacer l'esclavage, va présenter des produits de l'esclavagisme. Vous consacrez dans le livre une partie sur ça. Mais sans qu'on en connaisse les conditions de production. Donc il va servir un peu de masque, de voile là-dessus. Mais pour revenir aux objets, c'est vraiment d'arracher. Alors très souvent, on me rétorque, oui, mais au moins ces objets sont là, puis ils sont préservés, ils sont conservés. Et ces notions de conservation et de préservation sont des notions qui nous apparaissent, mais c'est bien sûr, il faut conserver, bien sûr, mais non, ce sont des notions aussi totalement en relation avec l'accumulation et puis la question d'accumuler du capital. Au sens, parce que ces objets deviennent un capital, ça a une valeur marchande, ça a une valeur sur le marché, d'une part, et puis conserver, la conservation va extraire aussi l'objet, et puis pour conserver, il va falloir, par exemple, si c'est des objets en bois, il faut mettre des choses contre les insectes, si c'est des objets, il faut mettre de la colle, donc les objets peuvent devenir toxiques. C'est des objets, il y a une toxicité de l'espace, de ce lieu.
Puis la préservation au sens de pour toujours. Alors on va prendre par exemple un tambour. Ça c'est plutôt au 19e siècle sur le continent africain. Mais ce tambour, il est là pour qu'on on en joue. Ouais. Et il est là, il va devenir, personne ne doit en jouer, puisque justement il devient un objet de musée, un objet d'art. C'est un objet vivant en fait. Et alors il perd sa vie. Au sens, il est là pour produire du son et participer à des fêtes ou des rituels. Donc déjà, il y a dans ces notions des notions extrêmement réactionnaires, au sens de retirer de la vie, de transformer des objets en patrimoine, au sens patriarcal du terme. Ça ne doit pas sortir de la famille, c'est là, ça devient la propriété du patriarche. Et c'est transmis de génération en génération. Et ça devient un devoir de les garder, mais on n'en sait rien finalement. On peut se dire, mais pourquoi je dois garder l'armoire de l'arrière-grand-mère ou grand-père? Je veux dire, pourquoi? Et ensuite, cet arrachement des objets est un geste extrêmement brutal, extrêmement cruel. Et quand on me dit de nouveau, on les a préservés, je demande aux Français d'imaginer que, par exemple, un peuple, disons le peuple cambodgien, vient et arrache toutes les statues qui sont à Notre-Dame. Et les emmène à Phnom Penh et en fait un musée très bien, très conservé, où il y aurait la statue de Saint Louis et puis de Saint, André, je sais pas, enfin tous les saints qui sont là, quoi. Et les anges, etc. Tout ça bien conservé derrière des vitres. Et tous les peuples viendraient l'observer, ça serait le musée. Et voilà, 11e siècle, 12e siècle, 13e siècle. Et on irait à Notre-Dame, il n'y aurait plus rien. Il n'y aurait plus rien, ce serait une coquille, ce serait un bâtiment, mais vide. C'est ça que les Européens ont fait. C'est ça. Ils sont rentrés dans les maisons. C'est comme s'ils rentraient chez vous aujourd'hui, puis vous prenez des objets, qu'ils transforment en objets d'art, et voilà, vous en êtes privés. Si on ajoute à cela ce que vous dites dans le livre, notamment toutes les règles de droit qu'ils appliquent et puis qui font que c'est impossible aujourd'hui. C'est impossible aujourd'hui, et puis aussi, ça acquiert une valeur qui fait qu'il y a des peuples qui ne peuvent même pas racheter. Parce que parfois, on propose justement dans les restitutions, rachetez-les. Mais ça atteint, parce que c'est rentré dans le marché. Et ça atteint des sommes que des peuples et des communautés ne peuvent pas. Il n'y a que des collectionneurs privés. Donc il y a aussi une privatisation, ça rentre dans un marché, on a transformé ces objets en marchandises. Et aujourd'hui encore, ça continue, puisque de toute façon, ces musées ne sont pas gratuits. On doit payer, il y a une relation qui est construite à l'objet qui fait qu'on regarde ces objets comme justement des objets morts sacrés. On ne sait pas ce que c'est exactement, c'est sorti de son milieu. C'est aussi, il continue à y avoir une circulation des objets, des achats, et dans les collections que nous ne voyons pas, parce qu'en fait, dans les musées, nous ne voyons qu'une partie de la collection. Oui, dans l'ouvrage, vous parlez de 60 000 objets qui dorment dans les archives. Par exemple, au musée de Queue Branly, on ne sait même pas. Et on ne sait pas du tout ce qu'il y a. Donc en plus, si vous voulez, il y a il y a extraction et puis vraiment conservation au sens de c'est replié sur soi, quoi. Je veux dire, c'est caché, c'est le trésor caché. Et ce sont vraiment des espaces qui se présentent comme neutres et qui sont des espaces très violents. Vraiment basé sur la brutalité. Et même les objets, quand on voit le Louvre, les grands de peinture, on fait aussi d'objets, parfois de vol et de pillage, on le sait pendant les guerres. Ça fait partie du but and guerre. On sait que Napoléon a volé, les armées de Napoléon et Napoléon lui-même a ordonné le vol systématique d'objets aux Pays-Bas, en Belgique, en Allemagne, en Italie, en Espagne, et que même si certains ont été rendus à la chute de l'Empire, beaucoup aussi sont restés quand même. Et il n'y a pas seulement des tableaux, il y a eu des archives, il y a eu des documents qu'il a pris. Donc on voit que dès le départ, c'est un lieu qui repose sur le pillage et le vol, mais pour qui il est extrêmement important de se présenter comme un objet neutre qui accueille la beauté du monde, les trésors de l'humanité. Et d'abord, pourquoi tout en Europe ? Pourquoi tous ces objets sont en Europe ? Ce qui ne fait pas sens. Mais il n'y a absolument pas sens. Il n'y a absolument aucune raison. Et cette construction de nous gardons, nous, les trésors de toute l'humanité, parce que cette humanité n'en aurait pas été capable. Mais pourquoi elle n'aurait pas été capable ? On ne saura jamais ce que des Africains, des Asiatiques auraient imaginé pour garder des choses, on n'en saura rien. Puisque de toute façon, l'Europe décide que c'est le musée, cette institution, et l'impose au monde. C'est un modèle hégémonique aujourd'hui.
puisqu'on parlait des objets et du sens qu'ils ont ces objets, puisqu'on parlait aussi du fait qu'on arrache des objets du contexte social dans lequel ils ont été faits. Quand en 2017, justement, Macron il propose de restituer ces objets-là, aujourd'hui, il y en a beaucoup qui parlent de cette forme d'hypocrisie. Vous en parlez dans l'ouvrage aussi, dans l'introduction notamment, et du fait que justement, il y a ces 60 000 objets qui dorment. En quoi justement cette restitution des objets est une hypocrisie justement? Elle est une hypocrisie. Bon, d'une part, évidemment, c'est une demande qui est faite par les pays indépendants depuis très tôt, depuis les années 60, 70, très 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 tôt. Et là, si ça avait été rendu à cette époque, les pays africains, les États africains auraient peut-être inventé comment faire et comment le faire. Aujourd'hui, des conditions sont posées. Qu'est-ce que vous allez en faire? Où est-ce que vous allez le mettre? Donc ça va avec une structure qui est le musée, une institution, avec des formations d'historiennes et d'historiens de l'art qui sont des formations quand même, comment c'est une discipline qui s'est développée en Europe aussi, alors même si on y ajoute des choses qui sont pertinentes à des aires de culture en Afrique, quand même, la manière d'enseigner est la manière de transmettre. Ensuite, il faut construire selon certaines normes qui ne tiennent pas compte du tout d'une économie, ni même de ce que, comme par exemple aujourd'hui, les défis que pose la catastrophe climatique pour des endroits comme cela, la question de conservation. Donc c'est la restitution sous conditions, d'une certaine manière, même si ces conditions ne sont pas clairement exprimées. À cause de l'hégémonie du modèle, comme je le disais, il n'y a pratiquement pas d'autre... on n'imagine pas autre chose. Ah bah tiens, on va quand même construire un musée pour les mettre. Et il y a donc se perpétue ce modèle sans qu'un peuple quelconque ait le temps d'imaginer et d'inventer une autre manière de montrer ces choses. Enfin, tout est absolument vu, qui renforce le pouvoir du nord sur le sud. Ensuite, ça se passe d'État à État, le plus souvent. Donc, c'est pas de peuple à peuple, c'est d'État à État. Donc là, on est encore dans un système mis en place par l'Occident. Enfin, ça pose quand même beaucoup de questions. Et on fait comme si ces questions ne se posaient pas. Elles n'étaient pas importantes. Elles sont importantes. Elles sont absolument importantes. Et puis, il faudra certainement ne pas poser la question des réparations financière, de la privation, que ce qu'a été de voler ces objets pendant un siècle, 2 siècles, et de cette privation, c'est-à-dire ça n'a pas pu circuler de servir de source de créativité, de référence pour les peuples dans lesquels ces objets vivaient, et qui ont été privés de développement. Et donc, ces restitutions devraient être accompagnées de réparations financières, mais vraiment financières, pour pouvoir développer, que chaque pays puisse développer son école d'art, s'il le faut, la forme de musée, payer les architectes, payer les constructions, enfin vraiment, et que ce soit au peuple, ça devrait être au peuple de se demander ce qu'ils veulent faire et comment ils veulent le faire. Et pour l'instant, ça sera les États. Ce qui intervient à la logique de muséologie sociale, justement. Oui, parce que qu'est-ce qu'on pourrait imaginer alors certains, par exemple, objets qui sont dans les musées européens sont rendus à leur peuple, au peuple qui les avait, dont les ancêtres les avaient créés. Qu'en font-ils? Ça serait intéressant de voir, parce que ça serait à ces peuples, à ces communautés de l'imaginer. Pour l'instant, il n'y a pas de possibilité d'imaginer. Il n'y a pas de possibilité. De toute façon, on leur dit, ça sera dans tel musée à la capitale en général, ou dans une grande ville. Les communautés n'ont pas leur mot à dire. Jusqu'à présent, n'ont pas eu leur mot à dire. C'est très difficile. Certaines se battent, mais c'est très difficile. Et les musées veulent garder, les grands musées européens veulent garder la mainmise. Et pour finir, quand on dit le musée, il faut vraiment être toujours très, 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 très précis. 61% des musées se trouvent dans le Nord. 0,8% en Afrique. Donc quand on dit le musée, on est en train de parler non seulement d'une institution inventée au Nord, mais où le Nord possède le plus grand nombre de ces institutions qui sont riches de ce qu'elles ont pris et des richesses que les États européens accumulaient par leur exploitation
des colonies pouvaient donc s'acheter des objets ou des tableaux, enfin agrandir leur collection et avoir des collections prestigieuses. C'est là où, en fait, la définition que propose l'ICOM et a proposé l'ICOM au fur et à mesure dans le temps, alors qu'il y avait déjà l'émergence des travaux postcoloniaux, elle pose problème en réalité, puisqu'il y a le musée, dans sa conception même, obéit à un ordre, parce que vous parlez d'ordre. Et justement, ça me permet de venir à à une question qui est fondamentale, puisque c'est aussi le titre de l'ouvrage. Vous parlez de programme de désordre absolu, vous appuyez sur une citation de Frantz Fanon. Et pourquoi avoir choisi ce titre et en quoi consiste ce programme et qu'est-ce qui constitue déjà cet ordre-là qu'il faut aujourd'hui déconstruire, sur lequel aujourd'hui il faut poser un programme justement de désordre absolu? Alors d'une part, j'ai emprunté cette citation de Frantz Fanon parce que partout maintenant aujourd'hui tout se décolonise. Les musées sont dans des programmes de décolonisation et alors on va faire une programmation décoloniale et puis une exposition décoloniale. Et je me suis dit mais c'est pas possible de transformer la décolonisation en quelque chose qui ne soit que, comment dire, une programmation un peu plus ouverte, disons. Parce que la décolonisation, c'est une exposition par exemple. Oui, voilà. Ouais. Bon, et je veux dire, s'il est temps que les musées le fassent, bon, c'est quand même le minimum. Mais la décolonisation, si on le prend vraiment au sérieux, c'est ce que dit Fanon, c'est-à-dire la transformation de l'ordre du monde tel qu'il est. Je veux dire, on va pas juste, comment dire, aménager ce monde. C'est un monde qui est basé sur la brutalité la plus totale, l'exploitation, l'extraction, la répression policière, la prison pour les jeunes noirs et racisés, jeunes musulmans, la violence systémique, et puis le vol, l'extraction, les inégalités structurelles. Et alors, il y aurait un endroit qui serait décolonisé. Ça serait le musée. Ah bon, c'est quelque chose qui flotte au-dessus de la société, qui flotte au-dessus du monde. On ne peut pas décoloniser une institution si la société autour n'est pas décolonisée. Est-ce qu'on a vraiment décolonisé la société? Est-ce qu'on a décolonisé le monde? Donc, quand il dit, Fanon, la décolonisation est un programme de désordre absolu, puisque son objectif est de changer l'ordre du monde, je prends cela au sérieux, parce que pour moi, c'est cela la décolonisation. Sinon, appelons ça des réformes, des aménagements nécessaires, justifiés, légitimes, mais ce n'est pas la décolonisation. La décolonisation, c'est de mettre fin à cet ordre qui est absolument basé sur la cruauté et la brutalité. Et d'imaginer un autre monde où il n'y a pas ces inégalités forcenées, où la planète n'est pas en train d'être détruite avec toutes les vies qui ne comptent pas, puisque l'Europe a décidé qu'il y avait des vies qui ne comptaient pas. Et que ce modèle de régime économique, maintenant, s'était entendu à toute la planète. Donc, pour moi, décoloniale, et moi, féministe décoloniale, je ne veux pas de ce monde. Je veux d'un autre monde. Donc, je prends la décolonisation au sérieux, je dis programme de désordre absolu. Et si je l'applique à cette institution musée que je trouve quand même très centrale dans la construction de l'Occident, et dans la construction de l'Europe, et dans son hégémonie aujourd'hui, eh bien, je pense que sa décolonisation est impossible. Parce que ça voudrait dire le démanteler tel qu'il est. Et peut-être inventer autre chose. Et on pourra y venir avec justement la question des post-musées après. Et c'est justement cet ordre qui propose justement, qui sous couvert de décolonisation, en réalité, c'est plutôt ce que vous parlez dans l'ouvrage d'antiracisme, en fait, néolibéral, quoi. C'est pas réellement... c'est pas complètement repenser le musée. Non, il y a surtout, oui, en Europe aujourd'hui, mais alors il y a tous ces programmes de diversité, ces politiques de diversité, d'inclusivité, mais profondément, alors ça ne change pas profondément. Alors évidemment, il y a quelques années, il n'y avait pas du tout ni de noirs ni de racisés dans les institutions. Maintenant, il y en a un peu plus. Il n'y aura quand même jamais une femme voilée. Donc il y a quand même des choses qui restent en dehors. Il n'y aura jamais vraiment les classes populaires, les classes prolétaires. Et on voit qu'il y a un certain rejet dans l'ouvrage. Donc de toute façon, la structure va rester bourgeoise. Je veux dire, on est dans un monde dirigé par les classes dominantes, ça existe. Et on le voit très fortement en France aujourd'hui, en 2023. Donc tout cela, oui, cet antiracisme néolibéral, il y a tout un monde du business économique, un monde de la corporation, qui est tout à fait d'accord pour qu'il y ait plus de diversité. Ça ne les gêne pas, tant que l'ordre n'est pas remis en cause. Et ce n'est pas... Il y a tout un néolibéralisme qui n'est pas profondément raciste, au sens où on entend, qui n'est pas basé sur « Ah non, mais on veut que des blancs et rien d'autre ». Il y a une partie des néolibéraux, mais il y a aussi un néolibéralisme qui est tout à fait... Mais ça ne nous gêne pas tant que il y a la prédominance du marché,
que l'État est là pour faciliter le marché. Et donc, par exemple, pour faire que les lois sociales disparaissent, plus de flexibilité dans le travail, délocalisation, désindustrialisation, racisme structurel, retraite à 64 ans. Voilà, tout cela. Mais pourquoi pas de la diversité et de l'inclusivité. Et ils sont très forts parce que et ça marche quand même un peu. Donc, il faut quand même le reconnaître que ça marche. Donc, il faut vraiment s'opposer à ça et montrer en quoi c'est vraiment violent. Et puis, je pense qu'on doit se dire, quand on entre dans un musée, on entre où? On n'entre pas dans un endroit neutre. Donc, par exemple, on a été invité, en tant que noirs, racisés, féministes décoloniales, gays, décoloniales. On entre là, qu'est-ce que nous faisons? Est-ce qu'on est en train de subvertir quand même un peu? Je ne dis pas qu'il ne faut pas du tout y aller, mais il faut quand même se dire où je vais, où est-ce que j'entre? C'est aussi, je le rappelle dans le livre, c'est des endroits où il y a énormément de restes humains. Et pour moi, c'est quelque chose de très violent, ça. Je veux dire, de savoir, il y a des crânes, des cheveux, des morceaux de bras, qui ont été pris à des femmes et des hommes sur le continent africain, les continents des Amériques et en Asie. C'est une violence. Je veux dire, ces musées, c'est des sépultures, c'est des tombes. Je veux dire, quand même, on devrait se poser la question. Vous voyez, on ne devrait pas accepter la neutralité que l'endroit propose. Et après, à partir de là, voir ce qu'on fait. Mais bien sûr, pour moi, le désordre absolu, c'est que nous n'avons pas d'autre choix aujourd'hui que de mettre fin à ce monde. Parce que sinon, ce monde est en train de mettre fin à nous. À l'humanité. À toute une humanité qui ne compte pas, parce qu'eux, ils s'imaginent qu'ils iront dans des enclaves ou sur Mars ou va-t-on savoir où. Mais on voit bien. Je veux dire, il y a quand même, on l'a vu avec les pandémies, qui a été le plus touché? Les communautés noires et racisées. Ça a compté. Y compris en France ou... Y compris en France. Ça a compté, ça n'a pas compté. Ça n'a pas... Et si on ne prend pas ça au sérieux, si on ne prend pas au sérieux la brutalité de cette économie néolibérale, eh bien, on s'illusionne en pensant que oui, nous, on aura quand même un petit morceau. Mais ce morceau, on nous le laisse, mais un jour, si on a besoin de ce morceau, on nous chassera. Hein. C'est ce qui se passe, de toute façon. Même, je pense par exemple au travail de Rouya récemment, qui montre justement peu à peu ce pacte où il laisse même un morceau aux Blancs, il va être pris aussi tôt ou tard. Oui, même les Blancs vont être pris. Alors, il y a eu évidemment... l'offre qui a été faite aux Blancs, notamment aux États-Unis, on le sait, puisqu'il y avait eu une alliance juste après l'abolition de l'esclavage, ce moment de la reconstruction dont Du Bois parle, et qu'il a fallu absolument interrompre. C'était la plus grande peur. C'est la plus grande peur des classes dominantes, qu'il y ait des alliances. Ça a toujours été cette peur. Et là, évidemment, c'est une peur. Et le musée, évidemment, comme je dis, il y a des tas de gens qui n'y vont pas, mais le musée vient à nous. Parce qu'il construit un récit. Il construit aussi qu'est-ce qui appartient à la beauté, qu'est-ce qui doit être protégé. Parce que n'oublions pas que ces idées de conservation et de préservation, ça concerne les choses que les classes dominantes choisissent, que l'Occident choisit. Parce qu'aujourd'hui même, alors que nous parlons, il y a des cultures entières qui sont en train d'être détruites. Il y a des espaces sociaux, l'Amazonie, les forêts, enfin, il y a les côtes, les communautés de pêcheurs, tout ça est en train d'être détruit. Et c'est aussi, du coup, en fait, pour le problème de désordre absolu, c'est aussi, je pense à Descola notamment, à dépasser ce truc de nature, culture, et qui aujourd'hui pose problème aussi. Alors, oui, et en même temps, bon, c'est vrai que il y a une division qui a été faite par l'Occident entre la nature et la culture, et il y a des peuples qui la font moins. Mais il ne faut pas oublier aussi, parfois dans la compréhension de surmonter cette division, on va dans un espèce de romantisme. Et il ne faut pas oublier que quand même la société, c'est ce qui compte quand même pour les êtres humains. Beaucoup. Bien sûr, les arbres, tout ça, mais on a besoin d'être ensemble aussi, on a besoin de construire. Et faire société avec les plantes, les animaux, tout ça, mais ça commence au départ aussi quand même entre êtres humains. Et les peuples qui sont des peuples qui se construisent plus en lien avec les arbres, les oiseaux, les poissons, l'air, les nuages, et toutes les choses, se construisent aussi socialement.
Donc il faut aussi, pour nous, garder quelle est la société que nous voulons. Parce que historiquement, ce que les classes dominantes ont toujours essayé de faire, c'est de nous empêcher de faire communauté. Et aussi de faire famille. Il y a tout un Occident ou un féminisme occidental qui se contre la famille, parce qu'il y a une famille hétéronormée, hétéropatriarcale, mais on sait que la famille n'est pas nécessairement la famille hétéropatriarcale. Faire famille, c'est être ensemble aussi. C'est un lieu de sociabilité. Donc il faut renouer avec aussi des sociabilités, les enfants, qu'ils puissent grandir librement, en pouvant rêver, en pouvant imaginer. Si vous voulez, pour moi, cette question de programme de désordre absolu pour pouvoir imaginer autre chose, c'est de réimaginer tous les moments de la vie d'un être humain, et puis de cette communauté sociale, et de voir tout ce qui a été abîmé, détruit par le régime du capitalisme racial, et de voir comment nous pourrions faire autrement. Pour revenir sur le point qu'on évoquait juste avant, sur le fait que de plus en plus un récit s'impose à nous, et que ce récit qui s'impose à nous, il est aussi fait par les sociétés capitalistes. Ça revient justement à ce qu'on disait à l'instant. Aujourd'hui, le programme de désordre absolu que vous évoquez, il n'est pas mis en branle par les entreprises privées, justement, parce qu'aujourd'hui, on voit que de plus en plus, lors de la première fois quand on avait enregistré l'entretien, on avait évoqué le complément d'enquête, justement, qui avait été fait sur les musées, et justement le fait que de plus en plus d'entreprises s'immiscent dans les musées et injectent de l'argent. Dans l'ouvrage, vous parlez de Arles, notamment. Aujourd'hui, justement, ce programme de désordre absolu, il n'est pas mis en péril par ce désengagement de l'État et par aussi ces entreprises. Non, parce que le désordre, il s'attaque à toutes les structures et institutions qui font un ordre qui est un ordre de brutalité, un ordre injuste. C'est vraiment l'ordre injuste. Et le fait que l'État, je veux dire, ça a été le marché du néolibéralisme auquel l'État s'est soumis. L'État français aussi, d'ailleurs, s'est soumis. C'est-à-dire de dire, bon, on est d'accord pour que vous ayez un peu de souveraineté, mais votre souveraineté, ça va être d'avoir la police et l'armée pour un peu, quand même, faire discipliner votre peuple. Et puis, vous allez nous faciliter les choses, la délocalisation, moins d'impôts, la possibilité de cacher les choses, enfin, je veux dire, tout ce qu'on voit. Tout ce qu'on orienté pour les entreprises. Voilà, absolument tout ce qu'on voit. On sait, je veux dire, quand on voit les chiffres de l'évasion fiscale, c'est absolument énorme. Enfin, ces gens s'enrichissent. Le scandale des banques, encore la semaine dernière. Alors que la population s'appauvrit. Donc pour moi, l'entrée de ces corporations dans l'art et dans les musées n'est que le reflet de ce qui se passe ailleurs. Ils sont capables de dicter des lois au niveau international. On l'oublie, hein. Les lois de l'Organisation mondiale du commerce, ce sont des lois dictées par le néolibéralisme. Le fait, par exemple, comment les pays du Sud se battent tout le temps contre la question des brevets, pourquoi les brevets appartiennent à l'un ou à l'autre. On l'a encore vu de nouveau avec la pandémie. Mais pourquoi les médicaments, enfin pourquoi les vaccins vous appartiennent, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? On voit que c'est tout constamment une bataille. Une bataille. Donc, le fait de l'entrée des corporations dans les musées, c'est du art-washing, comme on dit, hein, comme ils font aussi du pink-washing ou du fémo-washing, enfin, je veux dire, bon voilà, pour se paraître. Mais en fait, finalement, n'oublions pas que pour ce qu'ils investissent dans l'art, ils le gagnent en impôts, puisque ça fait partie des chartes du mécénat, d'une part. D'autre part, et ça, effectivement, ils arrivent à apparaître comme étant bienveillants, généreux, ils participent à la beauté, tout ça. Mais enfin, nous avons, vous citiez Arles, mais nous avons aussi, ici à Paris, en plein Paris, une bourse, enfin, un endroit, la bourse du commerce, donnée à un milliardaire. Tout ça facilité par la mairie de Paris. Alors que vous et moi, si nous voulions ouvrir un espace culturel, on n'a pas les moyens, on n'a pas du tout les moyens. La Samaritaine a donné un autre, enfin je veux dire facilité. La Fondation Louis Vuitton. La Fondation Louis Vuitton. Et quand on regarde, on voit toutes les facilités. La Cour des comptes même l'a montré
C'est-à-dire que vraiment, ils ont réussi à faire grimper les factures. Enfin, je veux dire, ils ont réussi à faire payer l'État, c'est-à-dire nous, vous et moi, leur construction. Et ensuite, il faut qu'on paye pour aller voir les expositions. Donc, c'est absolument, c'est vraiment... Ils nous volent, quoi. Ils nous volent. Et puis, ils gentrifient les endroits. On voit bien, dans ce qui s'appelle le Grand Paris aujourd'hui, l'arrivée de galeries dans ce qui était des endroits où jamais il y aurait eu un bourgeois qui aurait mis les pieds. Et ces galeries, gentrifient. Et on repousse les populations. On repousse les populations qui, elles, vont venir balayer dans ces endroits, ou les garder, et qui vivront à 3 heures de là, à 4 heures de là, ou qui vont servir à manger. Je veux dire, c'est absolument une économie basée sur l'exploitation, profondément. Et il faut qu'on fasse attention, il y a une vitrine. L'art devient une vitrine. Et on peut inviter des jeunes à venir faire des tas de choses, et même des jeunes de banlieue. Mais je veux dire, on rentre dans un lieu qui a réussi, qui est le dernier presque endroit qui a réussi à masquer sur quoi il est fondé. Je veux dire, alors que nous savons que l'université c'est problématique, l'école c'est problématique, le travail c'est problématique, les transports c'est problématique, et le musée, il a réussi à se transformer en temple du neutre, de l'objectivité, où finalement ce qui passe, oui, mais quand même, c'est quand même pas si mal, c'est quand même mieux que rien. Et cette formule, c'est mieux que rien, nous est rentrée dans la tête. Et on pense que oui, quand même, c'est mieux que rien. Et c'est de la colonisation. C'est de la colonisation des esprits. Pacifiée, oui. Bon, on nous tape pas sur la tête avec une matraque, mais on nous fait croire que tout ça, c'est pour notre bien. Mais pendant ce temps-là, des milliers d'enfants n'ont pas accès à l'éducation, au travail. Des jeunes africains meurent tous les jours dans la Méditerranée. Enfin, je veux dire, le musée sert est un des meilleurs masques aujourd'hui au sens de masquer les choses de cette cruauté. Parce qu'il a réussi à se construire comme neutre. Est-ce que justement la nouvelle muséologie, puisqu'il y a vraiment une distinction aussi dans la muséologie, dans l'étude du musée, entre la muséologie, la première muséologie qui a étudié les musées, et la nouvelle muséologie, justement, est-ce que la nouvelle muséologie n'a pas eu un apport, justement ? Il y a eu beaucoup, dans les musées, quand même, beaucoup de mouvements, de se soucier, d'être ouvert à plus de public, de faire que ça soit moins bourgeois. Oui, il y a des efforts, parce qu'il y a aussi des nouvelles générations de gens qui sont rentrés dans les équipes et qui ont voulu que ça change un peu. Il y a aussi de nouvelles expositions. Tout ça fait partie, on peut dire, oui, d'un mouvement un peu qui est aussi sous la poussée des protestations et d'exigences. Donc, si vous voulez, le musée n'a pas échappé à ces mouvements, mais ce n'est pas ça de la décolonisation. La décolonisation, pour moi, c'est de nouveau, les questions que nous avons posées, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on veut conserver, comment, pourquoi, qu'est-ce que nous voulons transmettre, qu'est-ce que ça appelle l'art, qu'est-ce que ça veut dire de montrer cela comme ça, dans ce genre de salle, toutes ces questions qui sont maintenant, mais non, mais c'est comme ça, mais non, c'est pas comme ça, il n'y a pas de raison que ce soit comme ça. Peut-être non, il y a peut-être d'autres manières de faire. Essayons. C'est ça qui va être le plus subversif. C'est ça qui va être le programme de désordre absolu, parce que ça sera dans nos têtes aussi. De sortir de ce que nous pensons comme non, mais c'est évident, mais c'est comme ça, mais comment tu veux faire autrement? Oui, on va essayer de l'imaginer. Et justement, c'est toute la dernière partie aussi de l'ouvrage sur laquelle vous réfléchissez à comment faire autrement le musée, et ça c'est le fruit aussi de vos travaux que vous avez fait. Vous avez travaillé notamment sur le MCUR, la maison des... Je crois que j'ai... Des civilisations et de l'unité réunionnaise. C'est ça, exactement, merci beaucoup. Et ce projet-là que vous évoquez, donc ce projet de post-musée, il y a eu beaucoup de personnes contre ce projet. Comment expliquer justement un tel rejet? Et si vous pouvez nous expliquer justement ce que c'est que le post-musée, comment celui-ci peut le post-musée, c'est ce dont nous parlions, c'est-à-dire alors on veut quand même conserver des choses, on voudrait préserver, on voudrait avoir lieu bel. Alors on va faire comment si on ne veut pas suivre le modèle hégémonique? Et comme vous le savez, dans la deuxième partie du XXe siècle, il y a eu vraiment une explosion de musées d'histoire et de culture, pour les appeler ainsi, et qui ont été beaucoup autour de ce qui était en train d'être perdu. Donc toutes ces cultures qui se perdaient, ou alors des grands crimes, l'apartheid, la Shoah, il fallait des musées.
Donc ça s'est imposé ainsi. Et nous avons donc des récits. Et il y a beaucoup de peuples qui disent, mais nous, on en a disparu, là, on veut aussi raconter nos affaires. Et donc la question, c'est cet endroit, ce post-musée, cet espace où nous raconterons nos histoires, mais différemment. Alors pour le musée à La Réunion, c'était de raconter l'histoire du peuplement de La Réunion, l'histoire de cette petite île qui n'a pas de population native, qui n'avait pas de population native. Et au départ, c'était la région Réunion qui avait initié ce projet, et ils avaient demandé à une équipe. En France, il y a des équipes qui font ça, il y a des agences qui font ça. Et l'agence avait proposé un programme qui n'était que qu'est-ce qui se passait à La Réunion quand quelque chose se passait en France. Donc nous étions en miroir. Alors, il y a la Révolution en France, qu'est-ce qui se passe là-bas? Il y a 1830, qu'est-ce qui se passe là-bas? Sauf qu'il y a des choses où il n'y a absolument aucun effet des grands événements pour la France qui n'ont pas d'effet à La Réunion, parce que, je dirais, c'est justement d'autres dynamiques historiques et sociales. Ça, c'était une première chose sur laquelle on s'est battu. Notamment la dynamique régionale. La dynamique régionale, nous sommes dans l'océan Indien. Donc, nous avons, dans notre équipe, on a dit, tout ça dehors. Première chose, notre espace, c'est l'océan Indien. Donc notre temporalité va être ces rencontres entre le continent africain et le continent asiatique, qui sont des rencontres millénaires, bien longtemps avant que les Européens arrivent dans cette partie du monde en 1498. Donc voilà, ça c'est notre temps et notre espace. L'Afrique commerce avec la Chine très tôt, en passant par l'Inde, en passant par les routes de la soie, enfin je veux dire, il y a des échanges. On a trouvé de la porcelaine chinoise à Malindi, qui est sur la côte est, ou à Kilwa, qui est cette île sur la côte est de l'Afrique. Donc on se dit, nous on n'est pas dans cette temporalité, cet espace européen. On n'est pas déterminé, première chose. Et les femmes et les hommes que les Français déportent comme esclaves, ou ensuite les personnes qui viennent comme ce qu'on appelle engagées de l'Inde, de la Chine et aussi toujours de Madagascar, de Mozambique, ne venaient pas d'endroits vides. Venaient d'endroits où il y avait des organisations sociales, politiques, religieuses, genrées, enfin tout cela. Donc, n'étaient pas sur le bord du rivage à attendre que les Européens les amènent. Donc, nous venions de ces civilisations. Ces personnes ont apporté des choses avec des langues. Les gens n'ont pas perdu leur langue au moment où ils sont débarqués sur cette île. Ont des rêves, des manières de faire, des manières de penser. Donc c'est ça qui a fait... et non pas la France. Et puis aussi plus tard la question du marronnage aussi. Et la question du marronnage, c'est-à-dire la question, je veux dire, de vraiment, pour moi, c'est les seuls endroits souverains sur cette île, c'est-à-dire les endroits de la liberté. Les maîtres n'étaient pas libres, c'était des sujets du roi. Donc c'était pas des gens libres. Et on dit c'est des gens libres parce qu'ils n'étaient pas esclaves, mais c'est pas politiquement, ce n'étaient pas des personnes libres. Les seules personnes qui étaient libres, c'était les marrons et marronnes, qui ont inventé d'autres mondes, tout en vivant sur le monde esclavagiste. Ça, c'est une chose. Et la troisième chose que nous avons dite aussi, moi j'ai proposé le musée sans objet. Alors pourquoi le musée sans objet? Parce qu'il n'y a pratiquement pas d'objet matériel qui témoigne de la vie de ces femmes et de ces hommes déportés sur l'île. Des objets, beaucoup ont été perdus parce que de toute façon, il y avait une totale indifférence envers la vie de ces personnes. Bon, même en 1848, quand l'esclavage est aboli, il n'y a pas un récit qui est collecté, il n'y a pas un objet qui est collecté. Même les fers seront fondus pour être récupérés, les fers des chaînes des esclaves. Donc il n'y a rien. Or, dans l'épistémologie, je veux dire, occidentale, l'objet fait le récit. Là, il y a un silence, en fait. Là, vous avez un objet et vous racontez autour, tiens, masque de telle époque, tel peuple, je ne sais pas quoi, ou peinture du XVIe siècle, école de Véronèse, enfin, il y a tout un récit autour de l'objet. Là, vous n'avez pas d'objet. Donc, c'est comme si, pas d'objet, donc pas de vie, pas de récit. Nous avons dit, il n'y aura pas besoin d'objet, on ne va pas changer d'objet. On va partir des récits. Ce qui existe. Ou des morceaux, des fragments. Mais les fragments de récit, c'est pas grave. Si on a des trous, je peux dire, dans la vie, par exemple, dont on finit par avoir des bribes autour d'une jeune femme capturée aujourd'hui sur le Mozambique, au nord du Mozambique, puisque c'était là que beaucoup d'esclaves étaient déportés. On a des morceaux, on sait quelles étaient les baraques qui les accueillaient, comment étaient les bateaux, on peut retrouver la plantation où elle a été vendue. Il y a quelque chose qui peut se dessiner. Et là, on proposait d'utiliser les techniques du cinéma, du théâtre, de la performance pour construire, pour évoquer cet itinéraire. Il n'y avait pas d'objet, c'était pas grave. Il n'y avait pas besoin d'objet.
Et d'autre part, moi, je voulais éviter la sacralisation des objets. Je cite le Code noir. Le Code noir, la plupart des musées de l'esclavage veulent l'authentique, une publication authentique. Ça coûte cher. Et je trouvais ça stupéfiant que des descendants d'esclaves aient à acheter un exemplaire du Code qui a fait d'eux et d'elles des objets. Alors je trouvais vraiment de leurs ancêtres. On est là, on est dans le marché. En plus, le Code noir, ça ne devrait pas être vendu. Enfin, je veux dire, c'est première chose. D'autre part, si vous achetez un authentique, vous êtes obligé de le mettre sous verre. Vous êtes obligé de le regarder à distance. Donc, comme un objet sacré. Mais pour moi, le Code noir n'est pas un objet sacré. Alors, on avait proposé, il y aurait un grand panier, puis il y aurait, je sais pas moi, des dizaines de codes noirs dans l'édition de poche, là. Et on ouvre, et on dit, ah tiens, mais pourquoi, c'est quoi l'article 14 ? Qu'est-ce que ça signifie ? Et comment ça s'articule avec d'autres articles ? Et quels sont les échos avec les articles d'aujourd'hui, des codes de loi ? Puisqu'on passe d'un travail asservi à un travail salarié, mais oui, mais quels sont les échos quand même ? Qui est quand même aliénant, d'ailleurs. Qui est quand même aliénante. Et quels sont les échos dans les formes de servitude aujourd'hui ? Qu'est-ce que la plantation met en place comme forme sociale, économique et politique, et raciste, et genrée ? Et ça, c'est pas avec des objets que vous pouvez le dire. Donc on allait aussi beaucoup faciliter les échanges, les conversations. Je veux dire, l'endroit où on allait avoir des conversations, on ne voulait pas le mettre à l'extérieur, parce que c'est souvent à l'extérieur, parce que la visite de l'objet, par exemple du musée, ça doit se faire dans le silence, et tranquillement. Et nous, c'était au milieu, on avait appelé ça le théâtre de l'oralité. Et dans ce théâtre de l'oralité, on aurait parlé, on n'avait pas peur qu'il y ait du bruit. Ça doit être un lieu de vie. Un lieu de vie. Un lieu de vie. Il y aurait eu très peu de séparation entre justement la culture, si on peut dire la nature, c'est-à-dire les liens entre jardin et intérieur auraient été beaucoup plus souples, parce que si vous en avez marre, vous pouvez sortir et puis vous asseoir sous un arbre et rêvasser, parce que finalement c'est fatigant. On voulait aussi que pratiquement toutes les langues qui ont été parlées sur cette île soient entendues, parce qu'il y a eu, toutes ces langues ont été parlées. Et l'hégémonie du français, ça ne va pas. Les gens ne parlaient pas français, ils parlaient malgache, ils parlaient Urdu, Swahili, Shimaoré, cantonais, hindi, enfin je veux dire, français du XVIIe siècle. Toutes ces langues devaient être entendues. Parce que si, en privilégiant, par exemple, le français et l'anglais, parce que bon, les touristes, etc., mais enfin c'est quand même, je veux dire, sur cette île, c'était aussi faire entendre les échos de ces langues. Vous voyez, elles avaient été parlées. Et puisque vous avez parlé des marrons, on voulait que ça ne parle qu'en malgache, parce que beaucoup de marrons étaient de malgache. Donc, ils n'auraient pas parlé en français ou en anglais, elle et il, si on imaginait un dialogue, une conversation plutôt. Et ça aurait été en malgache, et puis peut-être aussi en swahili, parce que ces personnes n'allaient pas parler en français. C'est pas vrai. Donc il y avait quelque chose, et alors on nous disait, mais alors ça sera traduit. On ne dit pas toujours, parce qu'après tout, je veux dire, cette injonction à la transparence est une injonction aussi occidentale. Ça donne accès à un autre monde. Enfin, voilà. La langue, c'est aussi un certain rapport au monde. Bah, tant pis si vous ne comprenez pas, parce que dans l'occidental, le monde doit lui être transparent. Il doit tout pouvoir comprendre. Regardez-les quand ils voyagent. Il faut que tout soit expliqué, il faut que tout soit... qu'ils ne se sentent jamais complètement étrangers. Que tout soit anglais, par exemple. Voilà. Un peu étranger, parce que quand même, il faut rapporter des photos et des souvenirs, parce que sinon, c'était quand même pas besoin d'aller si loin. Mais finalement, quand même... Il faut être chez soi quand même. Il faut être quand même chez soi. et ça, le musée a construit ça. Et nous, on voulait avoir un musée qui perturbe un peu, quand on se dit, ah bon, ben tiens, c'est bizarre, tiens, je n'avais pas pensé à ça. C'est toujours, mais j'avais pas pensé à ça, mais ah bon, et puis que peut-être la réflexion viendra dans plusieurs jours après, mais c'est pas grave, mais c'est quelque chose à la fois qu'on se sente bien, on voulait que vraiment tout le monde se sente bien. Donc quand vous me posez c'est quoi le post-musée, c'est tous les espaces, l'architecture même, l'entrée dans le musée. Vous savez, quand on entre dans les musées, c'est vraiment toujours comme ça. Puis après, on fait faire la queue en rond comme ça, comme dans les aéroports. Et moi, j'avais observé
que les Réunionnais, ils vont à 10, 5, 6 au comptoir pour acheter un billet, par exemple, pour aller au cinéma. Et alors, moi, j'étais là, ah bon, mais ils savent pas ce qu'ils veulent voir, je sais pas quoi, parce que quand même, je suis assez, moi, aliénée, d'une certaine manière. Et puis, alors, j'avais décidé que l'accueil, il y avait les trucs pour les énerver, hein, tac, 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 l'espèce de machine qui vous crache le billet, tout ça. Et puis, il y aurait des tables avec au moins 10 à 12 tabourets autour, où les gens pouvaient parler avec quelqu'un du musée et poser 25 fois la même question. Mais alors, les enfants, si je les laisse là, qu'est-ce qui va se passer? Et puis, alors, est-ce que je peux revenir là? C'est-à-dire de rendre la visite complètement... après, c'est un endroit à eux et à elles. Je veux dire, c'est plus un endroit où ils sont à peine bienvenus. À peine. Donc, le post-musée, c'est tout cela auquel il faut penser. Quelle architecture? Comment l'espace... Quand j'entre, j'ai pas le corps... Je me dis, oh là là, il faut que je fasse attention, fasse pas de bruit, je m'asseye pas n'importe comment. Il faut penser aux questions des langues, aux questions des textes, aux questions de... Je veux dire, tout cela, c'est le musée. C'est pas simplement ce qui va être sur les murs ou ce qui va être sous verre. Et on a tendance à penser que changer le musée, c'est changer ce qu'il y a sur les murs. Alors que c'est aussi partir des récits plutôt que des représentations. Voilà. Merci beaucoup Françoise Vergès. Merci. J'espère que cela donnera envie à nos auditeurs de justement s'intéresser à une nouvelle forme de technique décoloniale et à cette question du post-musée au travers de votre travail. J'espère aussi. Merci beaucoup. Merci.